Bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs. Vous vous êtes beaucoup amusés ces derniers temps. Aujourd'hui, on va essayer de consacrer un petit peu de temps à la réflexion peut-être, mais à une réflexion d'un genre particulier, puisque nous allons nous intéresser aux enfants et plus particulièrement à leur sexualité. Et pour cela, j'ai demandé à docteur Daniel, que vous connaissez bien, je crois, de venir nous aider à dépatouiller le schmilblick. Voilà. Donc, il y aura des questions, il y aura des réponses. Vous allez voir ce que vous allez en faire. Vous pourrez toujours faire remonter vos observations, vos demandes à la rédaction au 71 27 27 et éventuellement continuer à réfléchir sur la thématique avec des ouvrages que je pourrais aussi vous donner en bibliographie. Voilà. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment avec le docteur. Je pense qu'il nous faut, pour nous parler, à nous, de nos affaires, de spécialistes de notre pays qui comprennent bien nos pudeurs, nos difficultés, nos tabous, nos méchancetés, les atavismes historiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, il est important que vous compreniez qu'il y a des objets ou des sujets qui nous concernent et qui méritent d'être traités de manière un peu spécifique. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne après-midi, une bonne soirée si vous prenez l'émission en rediffusion. Et puis, espère qu'on aura aidé certains d'entre vous à trouver une manière d'être avec vos jeunes, vos ados, qui ont tellement, tellement besoin de nous. Voilà. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, docteur Daniel, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes connu, mais je ne sais pas en dehors de votre titre officiel si les téléspectateurs vous connaissent vraiment. Il faudra faire cette enquête et puis non, mais remonter la direction. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de vous? Deux petits mots, pas forcément de votre vie privée, mais en gros. Bien, de nouveau, bonjour, puisque nous avons cheminé longtemps sur Zouk, depuis la création de Zouk. Toujours sur des sujets concernant la sexualité, avec des émissions un peu phares et des émissions un peu choquantes. Mais bon, j'ai un franc-parler et on me retrouve en dehors du média visuel à RCI ou en CPIA. Voilà. Donc je suis un petit peu dans les médias pour servir, puisque je fais la promotion de la sexualité. Donc il faut quand même être sur cette autoroute et leur porter des explications, tant sur base physiologique que la façon d'utiliser cette sexualité, parce qu'il y a le mot sexe dedans, qu'il n'y a que ça à voir, mais aussi tous les dangers sur cette route et comment on peut les contourner. Et tout à l'heure, vous évoquiez l'enfant. Mais à quel moment commence et s'arrête l'enfant? Est-ce qu'on est sur un stade juridique à parler de maturité, de majorité, ou est-ce qu'on parle de maturité sur le plan physiologique? Et ça peut surprendre, ça commence très tôt. Dès 8-9 ans, ces enfants sont capables d'avoir leurs règles. Et dès 9-10 ans, ils sont capables de reproduire. Ça signifie que le petit enfant qu'on a vu grandir dans son berceau, sa sexualité a commencé même en intra-utérin. D'accord. Donc on va parler. C'est ça. J'aimerais pour que les parents nous suivent de manière un peu structurée. Excusez-moi de vous interrompre. Qu'on en vienne à cet objet-là un petit peu après. Mais c'était important de dire que vous êtes gynécologue, n'est-ce pas? Oui, je m'occupe. Le gynécologue, c'est le médecin de la femme, mais par extension, c'est le médecin du couple. Enfant, féminin ou masculin, cet enfant, c'est l'adulte de demain. Et c'est ce qu'on lui dira aujourd'hui, qui devra mûrir et être utilisé, je dirais, à bon escient, dans une société qui est assez particulière. Et comment est-ce qu'on devient gynécologue, médecin de la femme, comme vous avez dit en premier? Il faut faire 6 à 7 ans de médecine générale et ensuite 3 à 4 ans de spécialité. Plus dans la spécialité, un certain nombre d'orientations qu'on choisit. Et j'avais choisi la chirurgie gynécologique. Mais médecin d'un temps lointain. C'est ce qu'on appelle un gynécologue obstétricien?
gynécologue obstétricien. Et à l'époque, nous étions en même temps chirurgiens, à mesure où on devait intervenir. Aujourd'hui, les gens se spécialisent. Il y a de la gynécologie pure, d'autres dans la spécialité gynéco-obstétrique choisissent de faire que d'obstétrique, donc l'art de l'accouchement. Mais à notre époque, nous n'étions pas très nombreux et nous étions pratiquement obligés de faire ce que nous avions appris. Oui. Parce qu'on n'arrive pas dans un ventre tout simplement en prenant un bistouri. On était donc éduqués par nos patrons qui avaient construit la médecine, éduqués suffisamment qu'on puisse faire ce qu'on a appris. Et bien appris. Et vous avez eu à opérer alors beaucoup? Vous avez travaillé en hôpital? J'ai travaillé comme chef de service à l'hôpital du Lamentin, aussi en clinique. Et puis, moi, je suis à la retraite administrative, mais je ne peux pas laisser mes patients... voilà. Il y a une pénurie dans le domaine médical, surtout au niveau de la gynéco-obstétrique. Et vous intervenez donc toujours dans ce domaine-là? Donc je continue à consulter en hôpital, au nouvel hôpital du François, parce qu'il y a une telle pénurie que tout a été concentré dans les grands centres hospitaliers. Et nous avions pensé avec la fusion des hôpitaux qu'il valait mieux partir en périphérie, quitte à ce qu'on soit des commerciaux en périphérie, c'est-à-dire dépister. On peut se déplacer maintenant plus facilement, et puis aller vers vous. Voilà, aller à la campagne, aller dans le sud, aller dans le nord. Pour moi, dans le sud, c'était mon but, c'est-à-dire d'aller au plus proche des gens. Quand on sait la difficulté que tout un chacun a de gagner le centre-ville de Ducos-Lamentin, c'est saturé le matin. S'il faut consulter, je pense que si on doit jouer le jeu, il faut qu'on pense aussi à la possibilité de se déplacer des patients. Il n'y a pas que des jeunes de 40 ou de 50 ans, il y a des moins jeunes de 60 à 70 ans qui ont besoin de nos conseils, parce que, c'est peut-être surprise, elles vivent aussi leur sexualité. Donc de 8 à 90 ans, elles ont besoin d'être accompagnées dans leurs questions. Mais on n'a pas de surprise à savoir que les gens dits âgés n'ont pas de sexualité. C'est la société avec ses... Je ne dis pas âgés, je dis avancés en âge. C'est pour bien faire la distinction que le vieillissement, on y passe tous, n'équivaut pas spécialement à l'arrêt d'une vie, tout simplement. Absolument, et des pulsions qu'on porte. Et on parle aujourd'hui de santé sexuelle, ce qui est une notion nouvelle. Et on défend ce concept-là parce que qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa sexualité, mais devrait rayonner. D'accord. Bon, alors, il y a tout un environnement aussi qui fait qu'on rayonne si la sexualité aussi fonctionne. Docteur, pourquoi est-ce qu'on s'occupe d'être un médecin de femme quand on est homme? À la base, je voulais être simplement chirurgien. Et donc la voie, à l'époque de mon parcours, qui m'était offerte, c'est de passer par la voie gynéco-obstétrique et donc pouvoir opérer. Bien sûr, alors je n'opérais pas de façon générale. Je n'opérais que ce qui concernait l'appareil génital féminin. L'homme exclu, puisque l'homme revient à l'urologue en propre. Et donc c'est suffisant pour les nuits blanches de passer, dans l'obstétrique, mais aussi dans la gynécologie. Je pense que toute la pathologie chirurgicale, gynécologique, nous revenait. Et donc dans les fonctions de chef, ayant travaillé plus de 10 ans seul, et il me fallait quand même une certaine compétence. Et cette compétence était, je dirais, sous l'aile de mes patrons, qui, comme à l'époque du compagnonnage, veillaient bien à ce que ceux qui l'entouraient fassent correctement ce qu'on leur enseignait. Alors, voilà. Maintenant, il y a des sages-femmes hommes. Il peut se demander pourquoi il y a des hommes qui viennent un petit peu sur ce terrain-là. Il y en a très peu, malheureusement. Mais, docteur, quelle est la différence entre un gynécologue et un sexologue? Parce que vous vous occupez donc du sexe de la femme et aujourd'hui, donc du couple, du sexe du couple. Mais quelle est la différence entre... Il n'y a pas de différence, ça se complète. Un patron nous disait, pendant un bout de temps, vous êtes occupé du moteur. OK. Maintenant, il faut vous occuper de la carrosserie. Certains d'entre nous ont fait de la chirurgie esthétique. Remplissage de graisse ou enlever de la graisse. La sexualité découle de source. On ne peut pas avoir un appareil. Pensez que l'urologue, par exemple, estime que le pénis ne suffirait simplement qu'à sa fonction d'uriner ou de pénétrer pour pouvoir
enfanter. Il y a le côté plaisir. Donc, à quoi sert un appareil génital féminin et masculin, sinon à une fonction de reproduction, mais aussi à une fonction de plaisir. Et cette notion de plaisir qui est battue en brèche à plus d'un titre, qui fait que nous sommes au carrefour de toutes ces choses-là. Donc, sexualité, même si c'est une spécialité aujourd'hui à part, mais elle devient complémentaire parce que le moteur, cette fonction, elle a aussi une notion de plaisir. Pas oublier que la contraception, à un moment donné, faire l'amour, c'était que pour faire des enfants. La contraception est venue permettre aux gens de ne pas faire d'enfants à tout bout de champ, mais aussi de le contrôler, mais aussi de prendre du plaisir à travers les relations sexuelles. Alors, la différence entre le sexologue et le gynécologue, c'est pas de différence, c'est une complémentarité. Mais vous dites qu'ils se complètent en quoi? Ils se complètent parce que vous envoyez vos patients à je fais beaucoup de sexologie. Parce que notre promotion aussi a été d'être enseigné un peu. Maintenant, de même qu'il y a un psychologue, il y a des psychosexologues. Voilà, ils sont un petit peu plus dans leur finesse. Enfin, on l'espère, pouvoir manager le cerveau, parce que c'est le cerveau qui nous guide, de façon à pouvoir mieux accompagner ceux qui ont des troubles, pour ne pas imaginer qu'il s'agit simplement d'un déséquilibre physiologique, mais il peut y avoir un déséquilibre psychologique. Donc le gynécologue, il s'occupe plus de la partie médicale, et le sexologue plus de la partie utilisation de son appareil pour atteindre le plaisir, c'est ça? Si on divise les choses, c'est pas aussi cloisonné. Bien sûr. À mon niveau, j'englobe tous ces éléments. Maintenant, il arrive un moment qu'il soit nécessaire. Ce sont des spécialités différentes. Oui, c'est utilisé de la sorte. Oui. Mais qui exerce aussi. Le plus vieux médecin généraliste de France, il y a 97 ans, il répète dans ses interviews que tout docteur en médecine, tout étudiant en médecine devrait passer par une école, un cursus de psychologie, voire de psychiatrie. Parce que c'est dans la tête que bien des choses débutent. Donc que ce soit un appareil génital qui est contrôlé sur le plan fonction par un gynécologue ou un chirurgien gynécologue, il demeure dépendant de ce qui se passe dans la tête. C'est bien ce que l'on voit, ce que l'on entend, que le cerveau croit. Donc on est obligé d'être dans cette démarche. Et dans notre promotion, dans notre génération, nous avions fait un peu de tout ça. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que les choses ont évolué et qu'il faille suivre ces patients de façon plus précise. Et puis ça demande du temps. On a déjà assez de temps en gynéco et en obstétrique pour avoir envie de passer la main à un spécialiste qui s'occupe de la psychologie ou de la psychiatrie, parce que c'est quand même des domaines qui sont de plus en plus structurés. C'est pour la raison pour laquelle je ne cherche pas la différence, mais de bien comprendre la complémentarité. Oui, c'est ça, mais bon je ne sais pas, docteur, si j'ai bien compris. Un sexologue peut très bien, s'il n'a été que sexologue, il peut n'avoir jamais vu un appareil génital. Non, parce qu'il y a des gens, des spécialistes qui exercent en tant que sexologues. Il y a des études au Canada qui préparent les jeunes à la sexologie, ce qu'ils appellent la sexologie. Absolument. D'ailleurs, je me suis inspiré beaucoup, c'est ce qui m'a donné goût à jeter un œil un peu sur cette complémentarité. Parce qu'à l'époque de congrès, les Canadiens étaient très nombreux, très avancés, très nombreux à venir nous rendre visite et très avancés sur le sujet. Maintenant, je ne peux pas me désigner comme sexologue à part entière. D'accord. Mais je suis obligé, parce que quand les gens viennent en consultation, je suis bien obligé de leur demander comment ça fonctionne. Un neurologue ne demanderait pas, vous faites bien pipi, elle tombe enceinte avec votre petit bout de chair qui pend. Ben, il faudrait bien qu'il demande est-ce que vous prenez votre pied. Et là, on rentre dans un autre domaine. Et comme il n'a pas forcément beaucoup de temps, certains patients ou certaines patients se plaignent de ne pas aborder dans ce même moment la fonction et la fonction de plaisir. Donc on est dans cette dynamique-là. Ok. Mais bon,
Je ne sais pas comment travaillent exactement les sexologues, parce que je n'ai pas décidé d'en inviter un, mais je pensais que... je ne sais pas s'ils sont... C'est vrai que la société occidentale a tout éclaté et a parcellisé, éclaté le corps humain en 1000 parcelles, et que chaque spécialiste a une parcelle. Oui, ça va. Mais on sait bien que dans les sociétés traditionnelles, le corps était entier, et que quand on soignait une partie du corps, il fallait penser à tout l'ensemble. C'est une unité. C'est une unité, une entité, etc., et que tout est interconnecté. Mais je me demandais, puisque cette spécialité existe, est-ce que ces gens-là correspondent à une utilité, et est-ce qu'ils aident effectivement les personnes qui viennent les voir? Alors, maintenant qu'on a parlé de sexe et de sexualité, qu'est-ce que c'est, docteur, la sexualité? C'est un ensemble. Je pourrais même l'imager comme le moi profond de l'individu. C'est-à-dire son profil, son caractère, sa façon d'être avec les autres, dans le partage, dans sa tolérance. Tous ces éléments se décrivent en un individu. Mais c'est d'abord une pulsion. Après, il y a donc des pulsions, mais tout n'est pas à mettre sous le compte hormonal. C'est ça. Alors, il y a une animalité de départ, mais que la raison vient, je dirais, moduler pour que animal qu'on est au départ, qu'on ne se retrouve pas comme le vrai singe qui sauterait sur sa partenaire ou son partenaire à la simple vue. Donc on est dans cette dimension où effectivement le cerveau s'affine, et qui s'affine, je dirais, culturellement. Parce que dans toutes les cultures, on n'aura pas forcément les mêmes réactions. Non, c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on parle culturellement de notre rapport à cet objet-là, ce qu'on appelle cet objet-là, c'est ce qu'on appelle la sexualité. Mais je crois que beaucoup de gens utilisent le terme sans vraiment savoir. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils voient tout de suite le sexe, mais pour moi, ce qui est important cet après-midi, c'est que nous expliquions aux gens que la sexualité, le sexe en tant qu'organe est une partie qui contribue à la sexualité, mais ce n'est pas la sexualité. C'est bien pour cela que la dimension d'environnement, la dimension de partage, la dimension de relation à l'autre intervient dans un sens plus large pour sortir de la notion de sexe pur. C'est la façon de vivre de l'individu parmi les autres, dans une société qui lui donne quelques indications vis-à-vis de la partenaire. On va le revoir dans la reproduction, on va le revoir dans le mariage pour tous, on va le revoir dans plein de détails. J'ai été interrogé une fois sur qu'est-ce que l'esclavage nous a laissé dans notre sexualité. Mais oui, c'est l'homme étalon, par exemple. Oui. Bon, je n'ai pas une grande culture là-dessus, mais il a bien fallu comprendre que tout passage laisse quelque chose, pas forcément dans le gène, mais quelque chose d'imprimé, et le corps a une mémoire, au point que dans la relation à l'autre, on sera plus ou moins lointain, plus ou moins proche, plus ou moins dans un parcours vécu, avoir à traîner comme une tortue à sa carapace tout ce qui nous a imprégnés. Et ça va donner un être avec une sexualité. Et cette sexualité, c'est dans ses comportements, pas dans le lit uniquement, mais dans son environnement, dans son rapport avec les autres. Donc ce que vous dites là, c'est que la sexualité passe aussi par la socialisation, et qu'en fonction de la socialisation des groupes ou des individus, eh bien cette sexualité ne sera pas universelle, mais elle sera assez typée de la région, du parcours historique des individus. Donc nous, on a tendance à dire, que les hommes chez nous sont des coureurs parce qu'ils ont été des étalons pendant l'esclavage, ce qui est un raccourci. Oui, c'est un Même raccourci. si la mémoire nous restitue un certain nombre de faits de violence, notamment parce que c'était une violence, on a quand même, il y a d'autres éléments qui interviennent. Et pour moi, ce serait intéressant que nos téléspectateurs comprennent que quand on parle de cet objet-là, la sexualité, on n'est pas dans une histoire de sexe relationnel pur et simple. On est dans quelque chose qui est, vous avez dit, à l'origine même de la formation de l'individu, parce que c'est une pulsion. Quand on l'utilise pour se faire plaisir, c'est une pulsion. Alors, il y a une base physiologique, cette pulsion. Ne prendre que le petit garçon.
quand ces structures cérébrales vont commencer à être inondées par de la testostérone, c'est l'hormone définie chez l'homme. Les œstrogènes, c'est l'hormone de la femme. C'est la femme, oui. Encore qu'il y ait un peu de l'un chez l'autre. Chez l'autre, tout à fait. Et on le voit, par exemple, après la ménopause, l'ovaire qui a comme fonction première de sécréter des œstrogènes, il va y avoir, à partir de sa coque, une certaine sécrétion de testostérone. Bon. Donc on va découvrir, à partir de 50 ans, certaines femmes qui vont devenir plus masculines dans sa morphologie. Ce sera le plus bedon, ce sera le développement vers le haut, ce sera une petite moustache, enfin un petit duvet, et aussi dans ses comportements. Il va avoir des comportements sexuels, mais on dirait presque des hommes manqués. Et puis chez les hommes, on peut avoir aussi une prédominance, sans aller faire un clin d'œil à des choix sexuels, mais il y a donc au départ, chez le petit garçon, une inondation de sa testostérone, de ses éléments cérébraux, qui va lui imposer de se masturber. Alors ça, j'aimerais qu'on y vienne tout à l'heure parce que, justement, vous avez dit tout à l'heure que déjà au stade embryonnaire, l'enfant a une sexualité. C'est-à-dire que le fœtus est une personne. Oui, c'est ça. Et donc on doit, et on le voit maintenant à l'échographie, on peut visualiser. Mais c'est pour ça que j'aimerais que vous en parliez à nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent que l'enfant qui va se mettre à se masturber quand il aura 4-5 ans ou qui aura envie de relations plus tard avec son ami, ou tout simplement, il n'est pas dans du vice. C'est ça le tabou qu'il y a dans notre société, la lecture, le décryptage qu'on a de la sexualité de l'enfant, en fait qu'on produit des adultes qui sont boiteux. Et j'aurais aimé qu'on vienne à ça pour sortir de nos adultes l'idée que la sexualité serait un vice ou que l'enfant qui manifeste des pulsions ou des envies serait dans quelque chose de vicieux, alors qu'il est dans quelque chose d'ultra naturel. Alors, voilà, la question que je vous posais, docteur, c'est que justement, la sexualité est tabou dans notre société. Est-ce que vous avez ce sentiment quand vous échangez avec vos patients ou quand vous analysez le champ même de cette manière d'exister que nous avons et ce rapport que nous avons à la sexualité alors que tout le monde fricote, on a la tendance à dire... J'avais entendu un Européen qui vivait ici dire « ça pue le sexe à la Martinique » parce qu'on était censé être des gens très portés sur la chose et que voilà, les gens passaient beaucoup de temps à faire ça, etc., etc. Et je ne sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans parce que j'ai lu un ouvrage qui parle de la sexualité des femmes de la Martinique et c'est très pauvre au contraire. Alors, qu'est-ce que... C'est comme dans tous les pays latins. Ouais. Il y a une façon probablement différente, mais bon, c'est parti de quoi? C'est parti d'où? C'est un constat. Bon, aller l'utiliser comme jugement, c'est un raccourci. Alors, quand on dit que c'est tabou, c'est... Oui. Tabou, je dirais à la limite, on n'en parle pas dans les salons ou à mots couverts. Mais on commence de plus en plus. Je ne vois qu'à travers les émissions de radio et de télé, les gens aujourd'hui se lâchent, ils appellent. Avant, ça pouvait être pour la rigolade, mais ils appellent en donnant. Il n'y a pas peur de se présenter et se faire reconnaître à travers leur voix et poser des questions claires qui ne se seraient jamais posées il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Quelques années. Donc il y a aujourd'hui une démystification de la chose. Ils sentent que c'est un besoin de s'exprimer et surtout si on a la possibilité d'apporter une réponse. Donc aujourd'hui, tabou, je dirais hypocrite. Alors quand je dis tabou, chers téléspectateurs, ça veut dire que c'est un sujet, une chose qui est là. On ne l'évoque pas. Qu'on n'évoque pas, mais et puis dès qu'on en parle, on a tout de suite envie de l'étouffer parce que ça a l'air de déranger. Avant de faire peur, ça dérange parce que justement l'esprit religieux de notre société, le rapport à tout ce qui est en rapport au plaisir ou à la quête du plaisir, en recherche du plaisir, a été dans l'esprit judéo-chrétien, dans l'éducation judéo-chrétienne, absolument
stigmatisés et nous sommes le produit de cette éducation judéo-chrétienne. Il faut faire attention. Attention, pas toucher au plaisir, pas faire ceci, pas faire cela. Et vous avez donc des gens qui grandissent avec l'idée que c'est un péché d'aller dans des relations sexuelles ou de se donner le droit, de s'accorder le droit d'avoir du plaisir. Donc c'est très important que vous compreniez un tabou, ce que c'est, et pourquoi dans une société, ce genre de tabou sur une fonction qui est humaine et essentielle à l'être humain, dont il est doté, enfin il est doté de ça à la naissance, même avant, vous voyez. Donc voilà, c'est sur cela aussi qu'on aimerait parler, docteur. Donc tabou, pour cette raison-là. Non seulement ils sont dotés, mais c'est à partir de ça qu'on donne la vie et qu'on prolonge la vie. Donc je ne vois pas. Mais tout ce qui a trait au plaisir a de toute façon dans les écrits... je dirais une contrepartie. D'accord. C'est Sodome et Gomorrhe, on n'en sort pas. Et la notion de masturbation, il ne faut pas en parler parce que c'est un péché donnant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on estimait que l'individu qui, en se masturbant, éjacule, c'est une perte de substance qui devrait servir à quelque chose. C'est comme si vous lanciez en pleine nature un boomerang et qu'il ne servirait à rien. Bon. Et puis bien sûr, dans certaines sociétés, il ne fallait absolument parler de faire l'amour, ni de notion de plaisir, parce que c'est des notions de guerre. Il valait mieux guerroyer que faire l'amour. Aujourd'hui, il vaut mieux faire l'amour que faire la guerre, mais à l'époque, on condamnait à mort un Romain qui avait avait fait pousser un pied de menthe sur son balcon, parce que la menthe étant considérée à l'époque comme aphrodisiaque, il était passé par les armes. Alors, un certain nombre de couillonnades, c'est l'esprit religieux qui est colporté jusqu'à nos jours et que certaines confessions continuent à diffuser parce que ça permet de fédérer les ouailles. Avant de se marier, les gens sont libres. Le problème, c'est qu'une fois qu'on leur donne la bénédiction, ils sont dans un rapport d'acheter chaque en sac, comme on dit. Et c'est là qu'on les voit à la consultation, dans des rapports difficiles, à vouloir se défaire, à ne pas pouvoir se défaire de ce qu'on leur a inculqué, et de toujours se ramener à vouloir être dans un rapport de prière et de prière et de prière parce qu'ils estiment que c'est la seule solution pour sortir. Alors il y a une base physiologique. On n'est pas des anges, on est des humains. Donc il faut à ce moment-là que chacun choisisse. Mais on ne sait rien des anges, mais d'ailleurs. On est dans un rapport à notre niveau. On ne sait rien de la sexualité des anges. Hein, oui, mais on ne les connaît pas. En fait, à la limite, pour qu'il y ait des anges, il faut qu'il y ait des démons. Et ça va pas sans l'autre, le bien va pas sans le mal. Mais il y a une diffusion à travers certaines confessions parce que c'est le seul moyen de les fédérer, de les garder un petit peu là au piquet. Et puis il y en a qui se perdent dans ces histoires et qui sont malheureux et malheureuses et qui viennent en consultation pour savoir comment faire. Bon, alors on veut bien les aider sur le plan physiologique, sur le plan anatomique. Mais lorsqu'on leur prononce certains trucs, c'est la barrière totale. Il faudrait trouver une explication dans un écrit quelconque pour leur dire si c'est bien ou si c'est mal. On est toujours dans ce rapport de bien ou de mal. Non, mais on ne sort pas du cadre éducationnel qui est judéo-chrétien et qui a justement... Il y a des sociétés où la femme, l'homme ont le droit de s'essayer tout naturellement avant de constituer un couple. Et dans le système religieux occidental, le judéo-chrétien, nous sommes dans ça. On n'a pas droit au plaisir et vous le voyez actuellement. Sauf dans des conditions particulières, bien définies par la loi. Non, le mariage ne donnait pas à la femme, quand on étudie le mariage en France, ne donnait pas à la femme le droit d'être... Elle était une procréatrice, mais elle n'avait pas le droit Et quand elle voulait accéder au plaisir, elle était traitée de pute et de toutes sortes de noms. Et c'est très récent d'ailleurs cette révolution, que la femme, qu'on accepte l'idée que la femme puisse accéder justement au plaisir dans le couple, marié dans le cadre étroit, bien défini y compris par l'Église et la société dans laquelle cette Église existe. Alors, on comprend bien les mutilations dans certaines sociétés pour tout simplement leur empêcher de prendre du plaisir. Oui, ce sont des sociétés islamisées. Voilà, il fallait couper le clitoris, couper les grandes lèvres. Et une certaine mutilation. Oui, parce une mutilation peut être aussi verbale. Elle peut prendre du plaisir, mais l'essentiel, c'est qu'elle ne s'exprime pas. Oui. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, que certains hommes, ils préfèrent, par exemple, ne serait-ce qu'avoir à fréquenter une femme imberbe, il n'y a aucune pilosité, parce que c'est signe d'immaturité. Parce que de pureté.
pureté, immaturité, oui. et parce que ça fait peur. Donc, ils sont dans des rapports où on peut même imaginer que ce seraient des pédophiles en puissance. Oui, et puis il y a beaucoup du magico-religieux. Je vais vous interroger là-dessus aussi, docteur, tout à l'heure. Il y a des hommes aussi qui vont vous dire qu'ils préfèrent, donc ils auront des maîtresses parce qu'avec leurs femmes, ils n'osent pas, parce que la société, là encore, a divisé les rôles. Il y a la bourgeoise et la putain, et la bourgeoise, elle n'a pas le droit de manifester d'envie particulière, mais la putain, oui. Donc, les hommes ont leur maîtresse, parce qu'avec elle, ils peuvent pratiquer une sexualité qui est basée sur le plaisir, et avec la femme, la bourgeoise, la sexualité reproductrice. Voilà. Donc on est dans ces catégorisations-là, on sait, c'est terrible, mais enfin, sur la question, sur la Martinique, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est éduqués par des Occidentaux et on a sorti des sociétés des origines où il y a beaucoup aussi d'autres difficultés. On est dans ces problématiques. Alors, je voulais juste vous dire, docteur, partager avec vous une petite enquête que j'ai menée auprès de jeunes. Et dans l'une des questions, je leur demandais est-ce qu'ils avaient des discussions avec leurs parents sur la sexualité. Donc, il y a à peu près 600 jeunes ados de 9 ans à 15 ans qui répondent au questionnaire. Alors, est-ce que vous avez des discussions avec les parents? Donc, oui. 19%, non 22%, parfois 32%, jamais 25%. Et quand on leur demande est-ce qu'ils auront, si on pouvait confier ce rôle d'éducation sexuelle à une autre institution, par exemple à la bibliothèque, eh bien, oui, 20%. Non, 17% et peut-être 25%. Donc, on a bien une problématique qui est que l'enfant, les jeunes ne conçoivent pas qu'on puisse faire qu'ils puissent avoir ces discussions avec leurs parents, donc qui freinent leur éducation sexuelle. Et on ne voit pas non plus que d'autres institutions se chargent de cette éducation. Alors moi, j'avais demandé aux bibliothécaires, puisque c'est un travail qui avait été mené avec les bibliothécaires aussi, les bibliothèques et les bibliothécaires, et je leur demandais si s'ils devaient, enfin ces bibliothèques, si elles devaient endosser une partie de l'éducation des enfants, quelles seraient les problématiques, sur quelles problématiques conçoivent-elles qu'elles pourraient intervenir? Et donc, sur l'identité culturelle, presque 77%, la créativité, presque 65%, l'imaginaire, presque 60%, les civilités, 53%, et sur la sexualité, 18%. Et il n'y a pas un lieu plus propice à l'éducation sexuelle qu'une bibliothèque. Mais ça passe par celui qui devra pontifier sur ce sujet. On voit bien que c'est facile de parler de l'art, de la culture et du reste, et dès qu'on arrive à ce niveau-là, voilà. Tout le monde se défile. Tout le monde se défile, et puis on s'en va. Voilà. Donc, quand je disais que c'était tabou, c'est ça que je voulais vous faire réagir. C'était tabou, mais pour que les parents enseignent, il faut aussi qu'ils soient enseignés. C'est ça. Donc, il faudrait profiter de ces moments de consultation pour leur demander des nouvelles des gamines qu'elles ont ou des gamins, pour savoir à leur niveau, et je le fais. Même inviter des parents qui me disent à quel âge je dois les emmener. Mais quand vous voulez, plus tôt elles viendront, plus elles verront comment ça se passe, et plus on sera en mesure de les mettre en confiance pour pouvoir les éduquer sur des bases physiologiques. La sexualité, ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Or, on sait que ça se vit dès la vie intra-utérine, et on ne sait pas comment l'enfant vit tout le reste. Dans l'éducation de ses parents, dans ses rapports, il y a des enfants qui sont pratiquement des handicapés de l'amour, parce qu'ils n'ont jamais été tenus, ils n'ont jamais été caressés. Un jour, un gamin me dit, mais vous savez, est-ce qu'on peut dire « je t'aime » à une maman, mais est-ce qu'on peut dire aussi à un papa qu'on l'aime? Ça prouve qu'un enfant est à même de pouvoir se voir traverser dans le cerveau de questions qui le gênent, qui l'embarrassent.
il se demande auquel des deux il pourra se confier. Alors moi je trouve intéressant le lien que vous faites entre la dimension affective de l'éducation chez nous qui manque beaucoup. Et de plus en plus. Hein. Qui manque beaucoup. Et puis la sexualité. C'est pour cela qu'il fallait l'inclure, le faire exister, en tout cas faire exister cette dimension de l'être dans quelque chose de plus global pour que les parents comprennent. Un enfant qui n'a pas été caressé, à qui on n'a pas dit « je t'aime », on n'a pas besoin de dire « je t'aime » comme les autres, hein. Mais nous avons nos gestes affectueux chez nous. Nous avons une manière de montrer l'affection, mais nous ne savions pas dire « je t'aime » parce qu'on n'était pas cultivés dans cette culture-là, de verbaliser les mots d'amour, mais dans beaucoup les gestes d'amour. Et ce qu'on a avec la culturation, c'est qu'on perd ces gestes-là, et que les parents qui les avaient ne les transmettent plus, soit parce qu'ils ont disparu, mais ces gestes d'amour-là, ça veut dire à l'enfant, ça veut dire qu'on m'aime, ou ça veut dire que la personne qui me les fait m'aime. Et l'enfant savait distinguer entre des violences sexuelles et les violences et la manifestation d'affection. Donc nous, aujourd'hui, on exige que les femmes comme les enfants, qu'on nous dise « je t'aime ». Bon, moi, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je sais que l'amour démonstratif est nécessaire à nos enfants, en tout cas. Aux adultes, de toute façon, mais ils ont le pouvoir de demander cette relation-là, mais l'enfant, non, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais été touchés, à qui on n'a jamais montré qu'on les aimait, et qui, effectivement, sont très rigides dans leur façon de penser, de voir la relation à l'autre. Et la question, donc les questions que nous allons auxquelles nous allons essayer de répondre pour que peut-être que nos gens aient quelques outils ou peut-être aussi sachent. Est-ce que vous avez un public d'enfants, docteur, qui viennent? Non. C'est pas un public d'enfants, mais nous avons eu un enseignement. À la naissance, les sages-femmes sont amenées à manipuler les enfants, les caresser, même faire de la démonstration aux mamans pour leur montrer qu'il ne s'agit pas d'aller carrément lui mettre une tétine entre les lèvres ou une couche pour estimer qu'on a fait son devoir. Mais apprendre à ses parents, maman comme papa, à manipuler l'enfant, le caresser et observer son comportement qui peut avoir changé du moment où il est sorti de l'accouchement. Il regardait du côté du mur et se rendre compte que cet enfant qui est réellement une personne avec un comportement adulte tout à fait différent, affectif, va lui permettre d'avoir plutôt le regard un peu plus du côté du lit de sa mère. C'est déjà des observations. Alors c'est quelque chose de très spécialisé sur lequel je ne pourrais pas m'étendre, mais ça m'avait attendri de voir une telle chose parce que nous n'avons pas été enseignés de la sorte, même si on le faisait naturellement, parce que nous étions d'une génération où les parents nous manipulaient, jouaient avec nous. On ne nous fouchait pas dans un berceau avec une tétine en disant s'il a faim, il va crier, on va lui donner encore de l'eau ou le sein. Mais on avait, j'ai découvert ça à travers cet enseignement, où on considérait que le bébé, il fallait avoir un comportement vis-à-vis de lui. Et imaginez un forceps. L'enfant subit un traumatisme. Absolument, oui. On lui met une ventouse pour le sortir parce qu'il est en état de détresse. Eh bien, il y avait une attention particulière pour cet enfant, pour qu'il oublie un tant soit peu ce qu'il avait vécu. Donc, on retrouve tous ceux et toutes celles qui n'ont pas été accompagnés de cette tendresse, quand on les retrouve à l'âge adulte, mais ce sont des goujats. Oui, ce sont des partenaires féminines qui sont dans la relation distante, à estimer qu'elles ont pratiquement tout vu par procuration. On les retrouve dans la plainte de l'adulte. On soupçonne que ces gens-là sont des handicapés de l'amour. Et le rôle de la psychologue ou de la psychosexologue, c'est d'essayer de retrouver dans le parcours ce qui a pu marquer tel ou tel individu pour faire de lui ou d'elle l'individu qui pose problème. D'abord à elle ou à lui-même, mais aussi dans la relation d'intimité. Mais aussi un individu qui s'attendrit sur lui-même, parce que et dans la relation amoureuse, un individu qui ne sait pas explorer ni son corps ni celui de son partenaire, c'est un individu qui va tout droit à l'acte sexuel et dans un corps froid, et on a forcément beaucoup de
d'insatisfaction, de déception. De déception, mais ça se sait, ça se sent, et la difficulté de verbaliser. Donc, je reviens aux parents. La difficulté de verbaliser fait que ces gens-là sont malheureux, ils deviennent brutaux, ils sont revanchards parce que c'est aussi un pouvoir de l'homme dans cette relation-là sur la femme, de dire parce que je crois que les femmes vont très vite dans le mépris d'un homme qui n'est pas capable de les amener à la jouissance, comme on le dit. Et donc, un homme qui est maltraité par son partenaire féminin, parce que, voilà, il n'arrive pas, c'est aussi parce qu'il n'a pas cette compétence-là que lui aurait donné un environnement sécurisant, affectif et valorisant pour soi, parce que l'amour de soi, enfin le respect de soi, tout ça, ça vient chez les enfants, tout naturellement, chez les enfants qui ont été protégés, aimés, à qui on a dit qu'ils étaient importants, en tout cas même pour soi. Qu'ils étaient importants. Donc, tout ça, c'est lié. C'est pour ça que quand on parle de sexualité, on n'est pas dans l'organe. Ici, là, en tout cas aujourd'hui, on essaye de comprendre en quoi c'est aussi une activité. Le sexe désigne aussi le genre. Vous voyez, on utilise sexe féminin, sexe masculin pour dire l'homme et la femme. Donc le sexe ne désigne pas qu'un organe. Ça aussi, d'autres réalités, ça correspond à d'autres réalités sociologiques ou psychologiques. Donc voilà, une des choses que je vous demandais, c'est la posture des parents par rapport à la sexualité ou ce qu'ils pensent être la sexualité de leurs enfants. Ils ont tendance à fuir parce que pas éduqués sur le sujet. Ils ne sont pas éduqués, ils ont peur. Ils ont peur de cette sexualité-là? Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se disent, une fois que cet enfant aura atteint une maturité hormonale, il va y avoir un comportement sexuel. Par exemple, pour prendre un exemple, il arrive que certaines filles très jeunes manifestent des douleurs de règles. Donc, on peut traiter avec des antidouleurs banaux. On peut aussi leur proposer la pilule. Mais le seul fait de leur présenter la pilule, si c'est la mère ou si c'est la grand-mère qui l'accompagne, c'est tout de suite une difficulté. Parce qu'ils estiment que c'est un passeport pour la débauche. Alors qu'on leur explique qu'on peut aujourd'hui, parce que dans une génération, vous aviez une puberté qui se faisait autour de 17-18 ans. Aujourd'hui, à 8-9 ans, la jeune fille, qui est considérée comme un bébé par ses parents, qui va là en classe, elle a apparemment beaucoup plus de seins que sa maîtresse. Elle a un comportement, un développement. Alors c'est vrai que cette génération ne subit pas de guerre. Et on est aujourd'hui avec une puberté inversement proportionnelle au mode de vie des gens. Si on était en période de guerre, on les verrait rabougris. Aujourd'hui, ils s'élèvent comme des herbes qui n'ont aucune contrainte, qui n'ont aucune difficulté. Donc on les voit pousser parce qu'ils ne manquent de rien. Donc on voit dans des corps qui ont peu d'âge par rapport à leur carte d'identité se développer dans des corps d'adultes, ce qui est tromperie dangereux. Parce que dans les relations, cette fille ou ce garçon se présentant tellement avec un développement peuvent être utilisés par plus âgés qu'elle ou qu'eux. Et cela, sur le plan juridique, pose problème. Ça fait un détournement de mineur. Il ne faut pas oublier que c'est autour de 15 ans. Il me semble que se trouve la maturité juridique. Mais la maturité physiologique, elle est beaucoup plus tôt. Non, vous avez dit 8-9 ans, on est dans ce rapport-là. Oui, la puberté. Donc la puberté commence très tôt. Et qu'une puberté qui commence très tôt, il va y avoir une modification de comportement. Il faut s'attendre que l'enfant, ce n'est pas un petit bébé. Lorsqu'il va commencer à l'ouvrir, j'ai l'impression qu'il a un micro, parce qu'il va manifester différemment. Il va se rebeller. Il va y avoir des comportements de tension entre les parents et surtout entre les pères et les enfants. La mère, on l'a constaté, a un peu plus de connivence. Ok, c'est un potomitan dans notre société, parfois, on veut bien. Mais si elle doit jouer son rôle, il faut qu'elle soit éduquée,
enseigner sur la question. Donc à celles qui ont des difficultés, ne pas hésiter à poser la question. Ça peut être au médecin généraliste, au médecin de famille, qui pourrait l'orienter, fonction de cette difficulté, vers des spécialistes, psychologues, sexologues ou autres, de manière à aborder le sujet qui s'impose aux parents, une certaine façon d'être, un enseignement. Il y a de plus en plus des ateliers pour ce faire. Oui, bon, chez nous, je pense qu'avec l'enquête, on se serait attendu à ce que plus d'institutions prennent en charge cette éducation sexuelle, mais ça reste quand même très, très cloisonné et très rare. Mais donc, vous êtes d'accord dans ce que vous dites. Moi, j'entends la question que je voulais vous poser. Les autres agents de socialisation, donc les parents sont un agent de socialisation, et puis il y en a d'autres. Il y a l'école, il y a l'église. L'autre agent de socialisation qui est l'école. Nous sommes invités dans les collèges, mais pas avant 14 ans. C'est-à-dire, on me demandera de venir en 3e seconde, en faisant bien attention à ce que je dirais aux enfants. Leur montrer des images parlantes. Je me suis fait interrompre un jour en plein cours par un professeur qui, tapant la main sur la table, m'a demandé d'interrompre mon discours parce que ça avait un discours qui était dangereux. Non seulement que je les choquais, les pauvres petits, ça les dégoûtait au point qu'ils ne déjeunent pas à midi, comme si au Biafra on se posait la question, alors que je leur montrais probablement des choses dont ils ont connaissance. Parce qu'ils ont fouillé. Non, mais ils ont la voix d'Internet. Ils savent. Donc c'est planter le décor. C'est planter le décor et face à un adulte, j'ai eu un direct. De quoi constater que l'adulte immature sur le sujet pouvait avoir un comportement à se culpabiliser si on expliquait les choses clairement. Et cette personne m'a annoncé qu'elle préférait que ce soit une sage-femme qui vienne exposer la chose parce qu'elle l'exposerait de façon plus soft, en faisant travailler l'imaginaire des enfants. Et à la limite, lorsqu'il y a une image, comme nous l'avons là, une coulante, une chaude pisse, un élément qui amène à constater que le pénis, quel que soit l'âge, il ne doit pas couler que uniquement lorsqu'il y a éjaculation ou lorsqu'il y a émission d'urine, lorsqu'il y a un écoulement. Cet écoulement doit être considéré comme pathologique. Une pathologie, oui. D'accord ? Alors donc moi, vous voyez, je pense qu'à l'écran, on voit quelques images. On voit quelques images. Et ces images-là sont parlantes. Mais docteur, ça signifie que le rapport que nous avons à la connaissance... Donc là, vous montriez quoi ? Je montre des organes génitaux, des infections, qui sont des pathologies. Qui sont des pathologies. D'accord. Et on voit bien un pénis avec une goutte, quelque chose de jaune. Il faut apprendre à un gamin qui peut avoir des réactions sexuelles parce que ces pulsions existent et que ces pulsions l'amènent à consommer. Puisque si on veut dépoétiser la chose, il faut qu'il soit informé de ce genre de choses. D'accord. Alors, ça veut dire que le rapport qu'on a à la connaissance aussi, chez nous, est très particulier parce que quand on apprend, on enseigne l'enfant sur, je ne sais pas moi, la géographie ou une certaine histoire, parce que la nôtre, elle est encore dans les combles de je ne sais quelle société, enfin pas dans la nôtre, puisqu'on n'a pas accès à elle, je ne sais pas où elle est cachée, mais quand on enseigne ça, on a éventuellement le droit d'utiliser les mots du vocabulaire et de dire, de viser, le but de l'enseignement, de l'explication, est à viser d'acquisition de connaissances. Et quand on parle de la sexualité, tout d'un coup, on demande aux gens, effectivement, de faire travailler leur imaginaire. On crée encore plus de fantasmes dans la tête des gens. Et finalement, toutes les jeunes filles, d'ailleurs, qui font premier bébé, premier coucher, premier bébé, ont imaginé la chose tellement extraordinaire qu'elles sont très, très déçues, très souvent, quand elles ont une première relation, parce que rien ne s'est passé comme elles se l'étaient représentées, puisqu'on ne leur avait pas expliqué les choses et qu'elles avaient, comme ça, de fil en aiguille, créé une chaîne de fantasmes dans leur petite tête et qu'elles s'imaginaient que les choses allaient se dérouler suivant ces fantasmes. Donc la question, elle est bien chez les adultes,
qui ne jouent pas leur rôle ou qui ont eux-mêmes des difficultés à assumer certaines problématiques, hein, et à en discuter avec leurs jeunes. Mais si on regarde les répercussions que c'est tabou ou c'est malaise ou c'est... Je sais pas, moi, on dit hypocrite. Et l'hypocrisie, elle vient d'où? Elle vient d'une mauvaise compréhension aussi de ce que c'est que cette chose-là. Moi, je crois. D'un enseignement orienté de façon stratégique, et dans notre éducation judéo-chrétienne, on est dans cette stratégie-là. Oui, bien sûr. Il ne faut pas mâcher les mots. Et cette stratégie-là arrange, je dirais, que ces ouailles soient dans cette peur. Et l'imaginaire devrait s'imprégner de cette peur pour ne pas arriver à la réalité. Donc lorsqu'il y a, sous l'effet d'une pulsion, et en plus de plus en plus sous l'effet de drogue, parce qu'on se retrouve dans des surprises parties de jeunes qui peuvent consommer de l'alcool, voire autre chose. Absolument. Donc il y a une levée d'inhibition qui fait qu'il y a un laisser-aller. Et cette débauche, elle est simplement créée parce que si on n'a pas enseigné à ces enfants qui sont demain matin des adultes le b.a.-ba de la chose. Et c'est là-dessus qu'on a insisté lorsqu'on va dans les lycées. On commence dans un rapport physiologique de expliquer ce que c'est que le cycle, à quel moment on peut tomber enceinte, à quel moment on peut avoir une infection et comment on peut avoir une infection, pas être assis sur une chaise chaude ou simplement d'avoir mangé n'importe quel fruit qui pourrait vous donner un écoulement. Ça, c'est des choses qu'on nous a racontées pendant longtemps. Leur parler franchement, ça inquiète l'adulte. Oui. Mais c'est le début d'une difficulté. Mais il y a encore des parents qui disent à leurs enfants, enfin c'est plutôt occidental, ça, qu'ils sont nés, on les a trouvés sous une feuille de chou ou dans une feuille de chou. Oui, mais on ne tombe pas enceinte en dansant. C'est après avoir dansé qu'on tombe enceinte. Oui, mais il y a encore des gens qui croient à ces fadaises-là. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, en tout cas, qui répètent ça aux enfants. Donc, on reste toujours sur la sexualité des jeunes et on essaye de comprendre que l'enfant est une personne qui est habitée par des pulsions comme les adultes. Et ce qui est important, c'est qu'on comprenne que quand ces pulsions se manifestent, il ne s'agit pas de venir danser à soyo, piétiner yo, jouer yo, dire yo, que yo si, yo ça. Il s'agit d'abord de comprendre que l'enfant, tiens, mon enfant, à 4 ans, il se masturbe, au lieu de lui dire sacréti, et puis de le taper et de lui présenter la chose comme honteuse, c'est de vous dire il est dans quelque chose de totalement normal. Remercier le ciel qu'il ait ses pulsions et qu'il fasse ses petites affaires tranquillement. Au lieu de cela, c'est par là qu'on commence à présenter la sexualité comme quelque chose de sale, comme un péché, alors que l'enfant, il fait ça de manière tout à fait naturelle. Il n'est pas encore allé dans un bordel pour avoir appris que, voilà, en se masturbant, il prend son pied. C'est quelque chose qu'on doit comprendre, qui est naturel. À partir de là, l'enfant a des pulsions. Donc, qu'est-ce que la société en fait? Comment elle gère ces pulsions? Donc, docteur, vous me dites que les parents emmènent les enfants à un certain âge avancé, 14 ans. En consultation. Les filles accompagnent plus facilement leur mère à la consultation. Oui, mais les mères aussi pensent plus naturellement que la sexualité de leur fille est problématique, pas celle des garçons, même si les garçons ne sont pas heureux du tout. Non, mais on pense, parce que Timbolom, pas qu'à mener, pas qu'à mener boudin. Et par contre, les petites filles, oui, et on a plus peur du ventre de l'enfant que de la fille, que de celui du garçon qui ne gonfle pas, malheureusement. Aujourd'hui, il gonfle d'autres choses, d'ailleurs. Mais voilà, c'est important qu'on comprenne culturellement comment on fonctionne vis-à-vis de la sexualité de nos enfants. Et donc, parce qu'il faudra expliquer pourquoi des enfants font des enfants à la Martinique à des âges précoces. À ce rythme-là. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces enfants? Ils sont souvent beaucoup des filles qui n'ont pas une affection, qui n'ont pas été aimées et qui prennent l'enfant, le bébé qui va naître, comme un popote, une poupée, un objet de substitution. Il faut faire bien attention à ça. Et il ne faut surtout pas aller dans la criminalisation de la sexualité de votre enfant. Il nie, depuis la naissance, depuis l'embryon, nous dit docteur, l'enfant est habité, c'est un être sexué. Donc vous devez comprendre à partir de là que vous n'allez pas changer la nature du monde ni de l'enfant, mais que vous allez apprendre à comprendre comment ça marche
Et vous allez d'ailleurs en tirer du bénéfice. Parce que pourquoi dans une bibliothèque on ne ferait pas des séances d'éducation sexuelle avec les parents à côté? Parce que il y a qu'à apprendre autant que cette maman est là, vous voyez. C'est très important qu'on comprenne qu'on est dans quelque chose de bien... Le docteur s'occupe beaucoup que vous ayez du plaisir, que ça se passe bien dans le couple, mais il y a un tas de conditions en amont qui doivent être réunies pour que ça se passe bien dans le couple et que les hommes et les femmes ne se déchirent pas comme ils le font à la Martinique, et puis qu'on soit peut-être un petit peu aussi dans nos relations plus charnel, plus doux, plus affectueux, moins aller très directement à l'acte sexuel. Il y a des femmes chez nous qui ne supportent pas d'être touchées, d'être caressées, parce qu'elles n'ont jamais eu ça. Et elles veulent directement l'acte sexuel, mais un corps froid qui reçoit le sexe de l'autre n'est pas forcément prêt non plus, sauf à s'abîmer et à se faire violence, n'est pas forcément prête à jouir de cette relation-là, dans tous les sens du mot. Donc, il y a une différence dans la sexualité des filles et des garçons qui est introduite, bon, bien sûr, par la société, mais qui est bien entretenue, bien structurée par les parents. C'est un cadre, de toute façon incontournable, même s'il y a un soubassement hormonal tout à fait différent et qui doit rendre les gens complémentaires. Mais si c'est uniquement cultiver une certaine abstinence pour n'obtenir que la possibilité d'avoir un acte que dans un cadre défini, institutionnalisé, le mariage par exemple, on se retrouve à cultiver des gens qui ne sont que pour pouvoir faire des enfants. Et la notion de plaisir n'est pas prise en compte par rapport au chamboulement hormonal que subit en particulier le genre féminin. Le masculin, il subit un autre type de modification, pas tardivement uniquement, précocement, psychologiquement. Parce qu'on le retrouve avec de plus en plus de jeunes qui sont des éjaculateurs précoces, ils ne comprennent pas pourquoi, ou qui n'ont pas d'érection. Ça signifie qu'ils viendraient presque faire comme leurs grands-parents, c'est-à-dire ne savoir même pas pourquoi ils ont une érection et quand ça ne vient pas, à quoi c'est dû. Ah ben ça c'est intéressant, docteur, parce que tout à l'heure vous disiez que de toute façon la sexualité existe comme ça, on n'a pas besoin forcément d'expliquer. On voit dans les ouvrages que les Européens dessinent à leurs jeunes, on voit que toutes les étapes de l'activité sexuelle sont décrites. À quel moment l'enfant entre en érection, à quel moment il jouit, il éjacule, etc. Et c'est expliqué. Et dans la tête d'enfants ou de jeunes qui ont une connaissance, j'allais dire, avancée de ce qui se passe, peut-être que c'est aussi... les rassurer. C'est les rassurer, mais ils se disent ce qui m'arrive, c'est pas étrange, ça me fait pas peur, parce que c'est normal. Mais un homme aussi qui ne se connaît pas du tout et qui va, comme vous dites, éjaculer comme ça, ou qui ne va pas pouvoir entrer en érection et qui va être très malheureux, qui va croire que c'est la fin du monde pour lui. Mais prenez comme exemple les pollutions nocturnes chez le garçon. À un âge où il n'a pas eu de rapport sexuel, c'est pas un trop-plein. Très avancé, oui. C'est-à-dire qu'on connaît au lycée qu'il se lève le matin tout à fait empesé. Bien sûr. Bon, il ne s'est pas masturbé. Il n'a même pas eu de rêve érotique. Ben, il a une activité. Il a une activité et c'est tout à fait normal que... Oui, c'est normal. C'est ce qu'on essaye de dire aux parents, là, docteur, que c'est normal et qu'ils devraient respecter. Des parents qui comprennent. Alors, la question, c'est comment le parent va s'immiscer dans la vie de l'enfant pour... Est-ce qu'il va lui dire... ou bien il va insister, être pesant, être lourd, ou est-ce qu'il va être plutôt léger tout en regardant les choses et en les circonscrivant pour accompagner l'enfant. Est-ce que, par exemple, je sais que j'ai eu à discuter de ça avec des jeunes femmes, que leurs enfants qui se masturbent, ça les préoccupe terriblement. Oui. Le mieux, c'est de l'emmener à la consultation, de façon à ce que le professionnel engage la conversation. Comme ça évitera aux parents de prendre ce relais de façon mal à l'aise. Lui dire c'est tout à fait normal. C'est ça. Et de poser des questions pour qu'il puisse un petit peu se libérer. Et puis ne pas oublier qu'à un moment donné, on va lui passer le message que s'il continue à ce rythme-là, qui risquerait demain d'être d'un rapport à entraîner ce réflexe, et qu'en face, le jour
où il sera amoureux. On lui pose la question. Par moment, il dit oui ou non. Mais s'il dit oui, je suis amoureux, lui signaler que le fait de s'être entraîné pendant de nombreux mois, de nombreuses années, à être dans cette fonction de manipulation physiologique, qui risque de ne pas satisfaire la partenaire, parce que c'est un réflexe qu'il va entretenir. Mais docteur, c'est pas vrai qu'un enfant passe son temps à se masturber. C'est quand la pulsion se manifeste. Ah oui, mais il a une pulsion qui est assez permanente. Ah oui, il y a des trucs. Je vous rassure, vous n'allez pas aller lui mettre un verre d'eau froide sur le front pour le calmer. C'est un petit peu pathologique. Chaque individu fera ce qu'il devra faire. D'ailleurs, il faut comprendre que lorsqu'il le fait, que ça marche, c'est que la pile s'est rechargée. Maintenant, s'il le fait de façon continue, il faut trouver un moyen de lui passer un message, mais ne pas le considérer comme un individu anormal. Comme anormal ou comme, lui donner un comprimé pour le calmer. Habité par un démon quelconque. Des pulsions sexuelles. Mais l'enfant ne le fait pas partout, il le fait bien chez lui, dans son intimité. Il y a quand même un environnement qui fait qu'on n'est pas dans les débordements. C'est dans nos têtes que ça apparaît, non ? C'est pas un animal. Il va de toute façon comprendre que ce geste lui appartient intimement. Il le fait, et il le fait de façon à ne pas gêner. Il viendrait suspect s'il le faisait de manière à gêner, d'accord, ceux qui éventuellement seraient amenés à le voir ou à le regarder. Et je pense que la fonction même, elle est sous-tendue par une inondation hormonale. Et puis, il faut profiter d'un moment où il y a la possibilité d'échanger pour lui expliquer comment ça se passe. C'est déjà un peu obtenir de lui qu'il puisse écouter, qu'on lui porte mais docteur, là, scientifiquement quelque chose. D'accord, mais vous parlez là de jeunes qui peuvent éjaculer, mais les tout petits, mais si, ils font leurs affaires. Mais le tout petit, il va se toucher. Il se fait plaisir. Il va se toucher, parce que non seulement il s'est touché dans la vie intra-utérine, mais ses parents, en lui faisant guili-guili, le petit pimpin ou la petite chichine de... Donc on l'entretient. C'est ça. Donc, non, mais il faut que les parents lorsqu'on va le culpabiliser, il faudra bien qu'il se pose la question, mais comment on m'a caressé tout petit dans cette zone, et puis passé à un âge, on considère qu'on a cessé de lui mettre des robes pour les garçons, ou de grandes robes de mamie pour les filles, comment on lui interdit quelque chose qui a été pratiquement entretenu par les propres parents. D'accord. Donc, mais ça, on ne peut pas demander à un parent de ne pas intervenir comme elle ou il a envie dans la relation affective avec l'enfant. Mais à un moment, il faudra qu'il puisse déjà comprendre comment l'enfant évolue à travers cet environnement et comment intervenir. Un parent qui manipule Mais manipuler, pas aller le masturber. Un petit bisou sur le ventre, l'enfant le ressent comme quelque chose de particulier. Parce que l'enfant doit comprendre. Il n'y a pas de manipulation de sexe dans ces conditions. Voilà, parce qu'il y a des parents qui le font de manière ludique, c'est vrai, mais cette partie de l'enfant ne lui appartient plus si, effectivement, l'adulte y a accès de manière très libre. Et donc, c'est le rapport au corps aussi auquel on veut réfléchir. Bon, ça impose l'éducation des parents, mais s'ils se sont gênés, s'ils ont l'impression d'être dans l'anomalie, il faut qu'ils posent la question. On va le détailler en les interrogeant pour savoir quoi leur donner comme orientation, comme conseil. D'accord. Mais ça part de là. Tout le reste qui va se retrouver à l'âge adulte sera parti de ces moments-là. De ces moments-là, absolument. Comment on a fait exister l'enfant et dans son corps, et comment on a respecté aussi son éveil à son propre corps, parce que l'enfant, le plus petit là, je ne parle pas de celui qui est déjà en âge d'avoir des éjections, je parle de ce tout petit déjà. Si les parents sont attentifs à leurs enfants, ils le savent, ils le voient que l'enfant se touche et que c'est forcément naturel. Donc, ce qu'il ne faut pas mettre dans la tête de l'enfant, c'est que c'est vicieux, que c'est sale. Et j'aimerais qu'on ait cette perception-là pour que on comprenne que chez nos enfants, les relations sont conflictuelles, sont compliquées, parce qu'au fond, le rapport à l'éducation qu'on leur a faite sur ces choses essentielles est une éducation qui est très ambiguë, très orientée, alors que la solution la plus simple, c'est quand même de rester
dans ce que la nature nous offre de plus naturel et d'accompagner l'enfant. Et si on est pris au dépourvu ou mal à l'aise, ben voilà, vous avez des médecins, des spécialistes qui peuvent vous guider. Et je disais tout à l'heure, il vaut mieux que vous ayez les spécialistes de votre pays parce qu'ils comprennent bien vos difficultés historiques, ils savent bien qui nous sommes et comment. Donc il y a des médecins qui ne pourront pas vous aider dans cette compréhension-là. Donc, et si on a un enfant, docteur, ou bien un jeune, d'abord, comment est-ce qu'ils construisent donc leur sexualité s'ils ont des modèles aussi alors, si un modèle aussi flagrant négatif, il va évoluer dans ce cadre-là. Donc le modèle, mais comme modèle négatif au niveau de l'adulte environnant. Mais comment il fait? Il regarde la télé, il regarde des films porno, il fait tout ça en dehors des parents. Quand on lui a pas donné le goût de la chose simplement, eh bien, il est dans des fantasmes et il va regarder ce qui peut mais être. Les enfants nous accompagnent, donc que ce soit pas forcément à la télé, mais dans un environnement social, ils sont là. Dans les événementiels, les enfants sont de plus en plus entraînés dans des jeux d'adultes, dans des fréquentations d'adultes. L'enfant entend, il écoute. Il ne sait pas avoir de réponse, mais il va l'enregistrer. Mais aux parents à observer suffisamment les enfants, et ça leur permet par moment de découvrir qu'il y a une infection. Une petite fille qui se gratte, elle ne se touche pas sexuellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui la gêne. Il peut y avoir des champignons, il peut y avoir des vers, des oxyures. Donc c'est dans cette observation, au niveau de l'appareil génital, qu'on permettra de faire la distinction entre quelque chose de physiologique ou de quelque chose de pathologique. Mais une pathologie qui peut être inflammatoire ou infectieuse. Mais les enfants nous accompagnent. Donc à nous de bien se comporter. Si on est mauvais modèle, nos enfants bien se comporter pour avoir le modèle qu'on va leur transmettre qui sera le plus positif possible. Oui, mais ça vous explique aussi pourquoi on se transmet de génération en génération les mêmes difficultés, puisque les parents qui n'ont pas appris ne changent pas et ils transmettent leurs préjugés, leur comportement un peu... ou leur code. Leur code aux enfants, et les enfants grandissent avec ça et les transmettent, même quand on se présente dans une société soi-disant ultra-moderne, où on serait sorti de je ne sais quel primitivisme, surtout qu'à nous, on applique très facilement ce type de cliché. Donc il faut faire attention. Enfin, je ne sais pas si Fanon qui le disait, mais dans une autre comment on dit, orientation, chaque génération doit connaître sa mission, l'accomplir enfin l'accomplir. Eh bien, moi, je dis à chaque parent, chaque fois que vous aurez fait un pas dans ce domaine de l'éducation sexuelle qui va vers une plénitude, vers une prise en charge pleine et entière de cette pulsion de vos enfants, ben vous en ferez des enfants heureux. Vous avez vu toutes les ruptures qu'il y a dans notre société, entre jeunes, moins jeunes, parents-enfants. Combien de parents peuvent se vanter de recueillir les confidences de leurs enfants? Combien de parents peuvent dire à leurs enfants comment ça se passe sexuellement avec ton ami? Combien de gens discutent véritablement? Et combien d'enfants pensent qu'ils peuvent trouver des explications auprès de leurs parents? Donc il y a beaucoup de malaise du couple de chez nous, du couple qui sont liés à ça. Alors, des exemples palpables. L'IVG existe. Et on sait qu'un enfant, une fille, peut se retrouver enceinte très précocement. Nous avions imposé que, bien sûr, la loi autorise qu'un gamin non mineur, non majeur du moins, puisse venir faire cette demande. Eh bien, on cherchait toujours, par l'intermédiaire des secrétaires, qui sont des mamans, des femmes, de trouver un moyen de faire venir les parents, accompagner cette fille, voire ce couple, puisque par moment le petit copain venait avec. Bien sûr. En se refusant la venue de la dite belle-mère, donc de la mère du garçon, parce qu'il fallait par moment un adulte pour l'accompagner, de façon à resserrer les liens, de façon à pouvoir non pas lui tremper le nez dans sa responsabilité, mais faire en sorte qu'il y ait cet échange. Si nous avions pu
contribuer à cette union, nous le faisions. Parce que c'est des décisions qui sont graves. Alors qu'on sait que la petite non majeure pouvait très bien se présenter à un service de gynécologie et demander une IVG. C'est la loi qui le prévoit. Bien sûr. Maintenant, la loi est faite pour des adultes. Est-ce que c'est pour sauver la Sécu? Est-ce que c'est pour aller plus vite, pour ne pas tomber dans des IVG chirurgicales? Il y a ces détails dans notre parcours qui nous amènent à réconcilier la famille, à retrouver autour de cet enfant qui est en devenir, parce que la route est longue, des adultes qui sont censés avoir fait un bout de chemin. Et si ce chemin n'a pas été suffisamment construit, faire en sorte que cette situation les amène de nouveau à comprendre qu'il y a des organisations, des organismes qui peuvent l'accompagner à mieux comprendre quel est le rôle qu'elle ou il devrait avoir pour l'épanouissement de cet enfant. Est-ce qu'on sait, docteur, qu'il y a à peu près 2000 IVG chez nous, de jeunes? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, chers téléspectateurs, c'est que... IVG, interruption volontaire de grossesse. On ne parle pas d'avortement. Interruption volontaire de grossesse. Et il y en a à peu près 2000 par an chez nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un phénomène aussi de classe sociale. Les enfants qui sont issus des couches souvent les plus défavorisées, qui n'ont pas été aimés, qui n'ont pas été accompagnés, ce sont des enfants qui décident aussi de garder les bébés, même quand elles sont très jeunes, puisque je parle des jeunes filles, et parce que le bébé est un substitut affectif, c'est-à-dire elle ne le voit pas dans la responsabilité qu'il va mettre en branle. À partir du moment où il sera là, elle voit le bébé comme un substitut affectif, parce que ça va être un petit être. J'ai eu beaucoup de jeunes filles qui m'ont dit, mais il est à moi, c'est au moins lui, il m'aime, et moi je peux l'aimer, puisque pour aimer, il faut aussi avoir, c'est une projection aussi. Si on a en face de soi des gens trop durs ou des gens qui vous regardent avec, etc., peu d'aménité, on n'ose pas projeter son sentiment affectueux sur le parent même. Donc on le fait sur l'enfant et on garde le bébé. Et puis après... Vous connaissiez le jeu qui s'appelle les Gremlins, où les enfants, les filles, se réveillaient en pleine nuit parce qu'il y avait un déclic qu'il fallait lui donner à téter. Ça commence très tôt. Donc on ne peut pas avoir des jeux que l'on confie à des enfants qui leur donnent l'apprentissage. Et puis le moment venu où la physiologie s'installe, que cet apprentissage est possible, et aller leur dire non, c'est pas le moment. C'est ça. Donc il y a des jeux qu'il faut aussi comprendre qui initient d'une certaine façon insidieuse, sournoise, un certain nombre de dérives. Oui, mais même quand elles n'ont pas joué à ça, docteur, il y a une compensation, une recherche de compensation, parce que l'être humain est ainsi fait que quand on lui refuse ce dont il a besoin, il va le trouver d'une autre façon. De même, les petites filles qui acceptent d'être baratinées par des hommes beaucoup plus âgés qu'elles, c'est parce qu'ils savent quoi leur dire et comment s'y prendre pour les convaincre qu'ils sont ce qu'il faut au moment où ils entrent en jeu, ils sont ce qu'il faut à ces enfants-là. Et puis, il y a énormément d'autres enjeux. Mais donc, on continue à discuter avec Dr Daniel sur comment on peut aider les parents. Donc, moi, je pense qu'une école des parents serait très bien à d'abord assumer la fonction pulsionnelle de leur enfant, et la leur aussi, parce que souvent ils n'ont pas appris à le faire, et aller consulter, se faire aider, lire, regarder, puis sortir tout de suite de sa tête, c'est vicieux, c'est mauvais, c'est laid, c'est sale. Avec ça, on se met plein d'entraves et on comprend rien. Finalement, de génération en génération, on produit la même ignorance avec crasse et puis les mêmes... J'allais presque dire les mêmes troubles affectifs, docteur, non? Ça crée... On est dans une généalogie psychologique. Oui, psychogénéalogique. On retrouvera une psychologie généalogique. Et on va retrouver les mêmes travers, les mêmes emmerdes. À la limite, c'est pas un sort de jeter, mais c'est comme ça qu'on le transmet. Oui. La raison pour laquelle les psychologues cherchent d'où on vient, de façon à ce qu'on puisse
tenter de modifier le trajet, mais il faut au moins savoir sur quel terrain on a été élevé et dans quelles difficultés on a évolué. On ne peut pas prendre un individu juste sur le moment précis de sa consultation, mais faire un retour, autant que faire se peut, pour tenter de l'aider à se remémorer son passé, l'utiliser, si on peut aller de l'avant, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Mais au niveau des parents, on a le même principe, de façon à ce qu'il y ait ce suivi et cet accompagnement aussi de la part des parents. Ce n'est pas en un quart d'heure de consultation qu'on va tout régler. Parce que finalement, ce qu'on transmet n'est pas forcément positif. On peut transmettre des défaillances. On n'a pas de circonstances. Ce qu'on a vécu à un moment donné n'est pas forcément... Oui, aujourd'hui surtout. Aujourd'hui, dans une société qui est difficile, matérialiste, il faut remettre un peu plus d'affectif dans l'ambiance, quoi. D'accord. Mais il y a toutes les dérives autour du sexe aussi. Alors, sur la question, je ne parle pas de dérive, je vais vous en parler tout à l'heure, sur la question de l'homosexualité, comment les parents gèrent ça à la Martinique? Ça a l'air d'être un peu difficile d'accès, d'acceptation. Oui, mais de plus en plus, il y a des conférences autour de la chose, pour leur expliquer que ce n'est pas une déviance, que c'est un déterminisme dès le départ. Ils n'y peuvent rien. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas moyen d'aller voir dans le gène. Si on le faisait, il y a beaucoup de sociétés qui supprimeraient ces enfants qui seraient considérés n'étant pas normaux. Mais il y a un livre, il y a un livre qu'on peut retrouver, pas difficile à lire, mais en allant sur YouTube, on verra un livre qui parle de la biologie de l'homosexualité. Ça permettra, en écoutant, de comprendre. Et d'être un petit peu moins crispé par rapport à cela. Et là, on n'en fait pas la promotion, puisqu'il n'y a pas de promotion à faire. On explique les choses telles qu'elles sont. Absolument. Ça signifie qu'un enfant qui naîtrait avec des yeux bleus ou avec des cheveux crépus, l'homosexualité, aujourd'hui, d'après la biologie de l'homosexualité, est considérée exactement comme tout le reste. Déterminé au départ, on ne peut pas le changer. Si c'était l'époque de l'Europe de l'Est, de la psychiatrie de l'Europe de l'Est, on l'enfermerait. C'est la raison pour laquelle la sexologie n'est pas une science ni française ni canadienne. Elle est bien allemande. Donc ça partit au-delà. Il faut savoir, à l'époque, lorsqu'il y avait des comportements sexuels inadaptés par rapport à la société du moment, on les enfermait au goulag. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre. Et il y a des explications par des scientifiques qui ont parcouru la littérature mondiale. Si on reste dans le côté latin, on sait comment ça se passe. Mais quand on le prend du côté anglo-saxon, on a une autre version. Et ce livre-là, La biologie de l'homosexualité, il est facile à lire et porte de nombreux éléments qui permettent anime la réflexion. D'accord. Ça, c'est pour les parents qui peuvent se trouver dans cette situation et qui... Non, ou simplement se cultiver, pour mieux comprendre leur voisin. Non, mais je veux dire, comme on parle du rapport des parents à la sexualité de leurs enfants, pour que les parents sachent aussi, bon, c'est pas la fin du monde, c'est l'enfant, voilà. Il y a comme on parle des pulsions de l'enfant, voilà, il y a beaucoup de choses qui font partie de la vie et qu'il faut savoir. Il faut ne pas rester figé sur ces positions, parce que quel est l'enjeu d'empêcher finalement que les gens soient heureux? C'est quoi l'enjeu? Je pense que si on est si crispé sur des principes qui n'apportent rien, c'est pas économique, c'est quoi? C'est, j'allais dire, même pas intéressé financièrement, c'est quoi alors l'enjeu? Donc il faut réfléchir sur nos relations, nos crispations et tout ce qu'on transmet à nos enfants qui sont malheureux. Je suis derrière ce que je dis là. Je ne trouve pas nos enfants heureux, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec nous, et il y a bien des raisons à cette situation-là. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour nous rapprocher d'eux, et c'est pas le contraire qui se fera, parce que eux, ils sont campés sur des positions qui sont nées de nos positions. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Il y a des dérives, docteur, en matière de sexualité. On va utiliser les enfants jeunes, parce qu'ils sont purs, elles sont pures, pour des pratiques magico-religieuses. Vous connaissez, vous avez entendu parler de ça? Non, je ne suis pas cultivé sur le sujet. Non, parce on disait oui en Afrique, où on considère que les gens sont plus arriérés que tout le monde soi-disant.
que on utilise par exemple les albinos dans des pratiques magico-religieuses parce qu'une vierge de préférence pour obtenir, enfin je sais pas, devenir président ou obtenir des avantages financiers. Et il semblerait que à côté du viol, de l'inceste très développé chez nous, des violences sexuelles de tout ordre, il semblerait qu'on ait aussi cette forme de violence sexuelle, trouver des jeunes enfants très jeunes avec qui ils vont avoir réalisé l'acte sexuel en vue d'obtenir un certain nombre d'avantages, etc. Donc tout ça, ce sont les choses que je voulais qu'on regarde un petit peu, mais si vous voulez, docteur, il y a le stade de la puberté, et donc finalement, on s'est beaucoup arrêté sur ça. Quand vous parlez de l'ado qui commence à avoir des manifestations, c'est plutôt à la puberté. Oui. C'est pas l'enfance. Mais vous disiez que l'embryon déjà. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus? L'embryon, si on veut comprendre ce qui se passe après, on va chercher à comprendre son comportement. Donc si on en fait de ce fœtus une personne, c'est qu'il y a, à travers ce mur que l'on imaginait, cette possibilité de résonance où il enregistre tout ce qui se passe dans le monde environnant. C'est ça. Bon, si sa sexualité en bénéficie... Mais il a des pulsions. Vous disiez que déjà l'enfant... il a des manifestations. En échographie, on peut le voir. Oui, se toucher. Alors, toucher. Ça a peut-être des interprétations d'adultes. Mais bon, je ne suis pas cultivé à ce sujet pour rentrer dans ce domaine. Il faudrait avoir un pédiatre qui pourrait... Mais on est sûr que l'enfant, le bébé déjà, a des pulsions. A des comportements. Alors, si on le pense le plan sexuel, il se touche. Et la fille, beaucoup plus tôt que le garçon. On peut se demander pourquoi on se retrouve avec, à l'âge adulte, des femmes qui sont autant retardées sur le sujet, puisqu'elles ont pratiquement toutes commencé plus tôt que les garçons. Parce que l'érotisme et les sensations, voire tout ce qui peut conclure qu'une femme n'est pas frigide, ça s'apprend chez une femme. Alors que chez le garçon, il n'a pas besoin d'apprendre. Lorsqu'il éjacule, il prend en même temps du plaisir. Donc c'est une fonction, l'éjaculation, pour reproduire, mais en même temps, il prend son pied. Chez une femme, lorsqu'elle a des rapports sexuels, ce n'est pas sûr qu'elle ait une sensation, voire du plaisir, voire l'orgasme. C'est un acquis. Alors qu'elle a de quoi être largement plus en avance si on peut considérer qu'elle a beaucoup plus de zones érogènes que le garçon. Oui, mais c'est ce qui demande une construction commune, que les deux apprennent à se connaître, à connaître leur sexualité, leurs organes. Chacun apprenne à se connaître, je dirais, indépendamment. Et lorsqu'ils s'unissent, ils arrivent à combiner... Ils savent comment ça marche. À combiner une histoire qui pourrait se partager ou au moins s'échanger. D'accord. Un passif, un actif, et chacun son rôle au moment où on le lui demande. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on considère qu'un enfant, par exemple, accède à la maturité sexuelle? On va dire, on a la puberté où on sait que l'enfant éprouve des sensations, mais ce n'est pas encore forcément de la sexualité. Ce sont des pulsions qui se manifestent. C'est un long chemin. Alors je ne sais pas à quel moment on va s'arrêter. Parce que si... de sa naissance, de sa vie intra-utérine, elle se retrouve à 70 ans, n'ayant eu aucun plaisir, aucun organe, c'est qu'elle a encore un bébé à continuer son parcours. Je ne sais pas si on va s'arrêter sur ce détail-là. Chacun va faire le point dans son propre parcours et demander si la route est encore longue et si on peut l'accompagner et comment. C'est le travail que nous faisons lorsqu'une patiente ou un patient arrive... adulte confirmé, à se dire, docteur, voilà, je suis marié, c'est une étape, j'ai des enfants, c'est encore une étape, mais je n'ai aucun plaisir. Alors si on revient sur le sujet, on va leur demander pourquoi ils se sont mariés, il y aura une réponse. Pourquoi ils ont fait d'enfants? C'est pour peupler la terre. Et pourquoi ils n'ont pas de plaisir? Mais on finit par attirer leur attention qu'ils ne se sont pas occupés mutuellement ou personnellement de leur propre côté à s'épanouir sur ce domaine, et qu'il faut commencer, je dirais, la connaissance de son propre corps à partir de ce moment-là. Mais il y en a plein.
Il n'y a plus de frigide que vous ne pensez, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne font qu'éjaculer en se demandant, mais bon, c'est un réflexe, mais j'aimerais que ça se prolonge. Oui, mais il y a plein de questions, mais c'est comment ça à un moment donné dans leur parcours? Non, mais l'un se pose la question de la nature de son plaisir, parce que vous dites que c'est physiologique, de toutes les façons. S'il éjacule, il prend son plaisir. Oui, mais est-ce que tous les plaisirs sont, j'allais dire, plaisants? Est-ce que ça épanouit? Lorsqu'il va l'affiner, il va par moments, quand bien même, découvrir qu'il y a une certaine insatisfaction. C'est pas tout à fait complet. Voilà, il y a une insatisfaction si voilà, il n'aboutit pas non plus avec son partenaire. L'éjaculateur précoce, il va avoir du plaisir, mais il va s'embêter parce que ça n'a pas assez duré dans la mesure où il voulait faire plus plaisir à sa partenaire. Il y a ce côté où on découvre qu'il y a certains qui ne sont pas égoïstes du tout, qui ont envie de participer, pas pour eux tout seuls, mais pour l'autre aussi. Mais on parlait, tout à l'heure, j'ai pensé, je ne voulais pas poser comme question, mais pour beaucoup d'hommes, il semblerait que le sexe soit un loisir. C'est, si vous voulez, une forme de drogue qui est... j'allais dire plus charnel. C'est-à-dire, c'est cueillir des partenaires. Aujourd'hui, faire ça, la jeter et puis demain recommencer, c'est un truc sans fin. Bien sûr qu'on rattache ça à l'étalonnage commencé pendant l'esclavage, mais enfin, est-ce que ce ne sont pas des hommes très très malheureux? Alors, chacun voit midi à sa porte, mais on ne pourrait intervenir que quand il se sent gêné, malheureux et qu'il pose la question. En général, ils sont plutôt dans un tableau de chasse. Et lorsqu'ils s'arrêtent sur l'image, c'est là qu'on essaie de les accompagner. Mais on ne va pas les juger a priori. La fonction sexuelle masculine doit être entretenue pour durer. Donc s'il se base là-dessus, c'est pas comme la pile rondaire qui ne s'use que si on s'en sert. Vous connaissez bien la publicité. Oui. C'est plus on s'en sert, plus ça durera. Et moi, j'ajoute que c'est la seule chose qu'il ne faut pas mettre. Donc, plus il a de partenaires, plus il aura... Non, pas de partenaires. Plus la fonction sera entretenue. Mais moi, je parlais de ça aussi. De partenaires. Non, ce changement incessant qui fait qu'il n'a pas le temps, et elle non plus n'a pas le temps de se poser et de découvrir un partenaire avec qui elle ou il pourrait aller plus loin. Ça peut être une vision féminine. Beaucoup d'hommes en consultation me disent qu'ils aimeraient bien être fidèles. Ils aimeraient être fidèles. Être fidèles. Tout simplement, le choix ne s'impose pas parce qu'ils sont dans une insatisfaction de l'autre. Alors, ça peut être un prétexte. Mais il faut écouter son discours. Non, mais on entend maintenant... Il faut comprendre que l'homme a peur de l'impuissance. Parce qu'il sait parfaitement bien que la seule chose qu'il peut gérer, c'est son éjaculation. Non, c'est parce que c'est sur cela que la relation amoureuse est construite. Mais il y a des gens... je sais qu'aujourd'hui, quand même, il y a assez de médication, etc., pour aider les gens à retrouver leur virilité. Ça ne marche pas, évidemment. Je vous arrête tout de suite. Alors là, c'est encore une mauvaise idée. De quoi ça ne comprimés facilitateurs de l'érection. Ça ne marche pas comme ça. Non, mais on serait surprise d'imaginer qu'un homme qui reçoit un comprimé, il est sous sa chaise en se demandant à quel moment ça va venir. Non, mais ça ne marche pas. En dehors de ça, moi je pense qu'on a construit quand même la relation uniquement sur la relation sexuelle, uniquement sur cette fonction-là, la fonction de pénétration et d'être toujours... Moi, je ne sais pas. Alors, on serait critique justement à s'envoler là-dessus. Non, mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que, comme vous dites, chacun voit midi à sa porte, mais je crois qu'on peut réfléchir sur la façon qu'on a d'être dans la performance, puisqu'on est dans une société de la performance, et qu'on attend des... Alors, effectivement, une femme qui attend que l'autre soit compétent va lui tomber dessus s'il n'est pas compétent au moment où on a besoin qu'il soit compétent. Mais enfin, je trouve que cette société-là, elle est complètement oppressive et à demander aux gens d'être tout le temps... Parfois, c'est de tellement vouloir être dans la course qu'on perd ses moyens. Donc, je ne sais pas. Alors, je vais raccourcir votre envolée en disant qu'on est passé c'est une analyse. D'une sexualité érotique à une sexualité fonctionnelle et maintenant une sexualité comptable. Oui, fonctionnelle. Oui, comment ça peut choquer qu'on monte dans des mots qui sont pas... Non, mais c'est la réalité sociologique. Ce que vous racontez là a un rapport avec le sexe, mais c'est sociologique. C'est-à-dire la façon qu'on a aujourd'hui d'être dans
d'une forme de compétition insane aussi entre hommes et femmes. Tout le monde veut être... On a fixé un plafond et les femmes veulent atteindre ce plafond pour être comme les hommes, alors qu'il y a peut-être un autre modèle de société que personne n'a exploré. Alors, lorsque nous avons planté le décor tel que je viens de le faire, nous sommes dans la sexualité comptable. Mais nous les accompagnons, hommes et femmes, à justement se libérer de cette idée de performance pour remettre un petit peu d'ingrédients d'affectif, d'amour, d'échange. D'humanité, simplement. Et ça demande du travail, ça demande de la conviction, ça demande à passer des messages. Mais nous, est-ce qu'on peut éviter que nos jeunes aillent dans cette vision-là? Absolument. Ah, c'est déjà fini? Voilà, je crois qu'on nous signale que c'est fini. On peut... Bon, c'était... Absolument. Lorsqu'on est à intervenir dans les collèges, à le faire dans les projets que vous proposez, avoir ce discours pour qu'ils ne voient pas que l'organe, la fonction, pour qu'ils ne voient pas d'un côté le côté animal, le côté purement instinct, et faire en sorte que de plus en plus la raison prenne le pas, mais je vous dis, pas trop quand même. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive à purifier trop la chose, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Non, ce n'est pas une histoire de purifier, docteur. C'est une histoire que l'autre ne soit pas... Je peux exagérer pour être juste à être on n'est pas toujours vu comme une proie, comme quelqu'un qui va nous permettre de réaliser nos sombres désirs. Moi, l'autre, c'est un être humain comme moi et je décide de partager une relation et j'accepte les bons et les mauvais, les défaillances, les ci et ça. Bon, je dis ça parce que nos jeunes sont dans cet esprit-là. Ils ne voient les jeunes filles que comme des choses qu'il faut assaillir ou qu'il faut saillir. Alors, est-ce que vous accepteriez de considérer que elles et ils sont aujourd'hui sur le même plan? Mais c'est ce qui est en train de se passer. Si on devrait lutter, c'est le message à passer pour les deux, à ne pas uniquement voir que les hommes soient des prédateurs et que les femmes soient que des victimes. Parce que l'inverse existe. Mais j'ai pas dit qu'elles sont victimes, mais elles font comme. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc, merci Yannick de nous avoir accompagnés. Merci docteur d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Voilà, et puis merci, chers téléspectateurs, d'avoir écouté, j'espère, des choses qui ne vous ont pas trop choqué, mais c'est un sujet de réflexion comme un autre et je souhaite qu'on ait ouvert une brèche, ou en tout cas, vous savez que Dr Daniel est là, qu'il consulte et qu'il ne mâche pas ses mots et qu'il vous dira ce qui va et ce qui ne va pas si vous voulez le rencontrer, lui exposer vos difficultés si vous en avez, si vous jugez que vous en avez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi et vous dis à très bientôt.